Merci de cette invitation à venir présenter certains des travaux menés à Mines ParisTech sur les théories de la conception. J'en suis particulièrement heureux en fait de venir faire cette présentation dans ce séminaire, puisque ce séminaire est une occasion, est une initiative plutôt extrêmement intéressante et importante à mon sens, de tenter de structurer une communauté autour de la conception et de la conception innovante dans le monde de l'agri-alimentation et de ses mutations, sachant que c'est un monde qui est effectivement, comme Jean-Marc l'indiquait, qui nous est peu familier. Nous, on est plutôt associé au monde industriel, mais vous verrez que en fait, les théories de la conception ont l'ambition de s'intéresser à des domaines très variés et à proposer en fait une manière de voir les choses qui peut s'appliquer à des domaines extrêmement différents, allant des arts aux sciences, en passant par l'ingénierie et vraisemblablement aussi par tout ce qui concerne le monde de la biologie et de l'agriculture, de l'alimentation qui vous est plus familier. Alors la présentation que je me propose de faire et surtout de discuter avec vous, j'ai demandé à Jean-Marc de m'arrêter 40 minutes pour qu'on ait quand même le temps de discuter, ce qui est le plus important. Alors Jean-Marc, que j'ai vu avant-hier, je lui avais posé la question de savoir ce que je devais présenter et on s'était mis d'accord sur une présentation de CK. Avant-hier, je lui ai dit quand même, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent connaître CK, on ne va pas refaire une présentation de CK. Il m'a dit, attends, si quand même, c'est très hétérogène, il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas la théorie CK. Mercredi soir, il m'a envoyé un petit mail en me disant, oui, j'ai regardé, j'ai vérifié, tout le monde a entendu parler de CK, donc il faut que tu fasses autre chose. Et donc, je me suis exécuté, ce qui n'a pas été totalement simple pour moi, puisque hier, j'étais en fait chez Airbus avec un comité de pilotage de thèse et plein de réunions qui se sont enchaînées. Mais j'ai fait un petit quelque chose. Non, au contraire, c'est pas de problème. Donc, ce que je fais, c'est un bon exercice. J'ai pas tout fait pour aujourd'hui. Heureusement, il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà à peu près prêtes. Mais ce que j'ai l'intention de vous décrire, c'est un tout petit peu d'abord le mouvement de recherche auquel on a participé, comment la théorie CK est née, comment est-ce que ça s'est développé et quel impact ça a aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu d'histoire. Ensuite, j'essaierai de revenir sur l'énigme de la conception et les enjeux autour de la conception, d'un point de vue à la fois scientifique et industriel. Et puis on verra qu'en fait l'enjeu, si on essaye de le requalifier, c'est d'essayer de passer à un paradigme post-décisionnel. Donc la conception, ça serait une manière d'essayer de prendre les choses dans une perspective élargie par rapport à la décision. Et on verra que ce paradigme post-décisionnel, il va se caractériser par un mot un peu nouveau qui est générativité, donc pouvoir génératif, processus génératif. Et on verra que en fait, cette attention portée à la générativité, ou cette caractérisation des enjeux de la conception comme ceux de la générativité, nous amène en fait à déplacer un tout petit peu le centre de nos curiosités et de notre regard. On avait l'impression que ce qui était très important, c'était ce qui se passait dans l'inconnu, comment les choses nouvelles allaient apparaître, les objets nouveaux. On était fascinés par ces concepts, les fameux concepts de la théorie CK. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup avancé sur les conditions de cette générativité, les conditions pour lesquelles des objets nouveaux peuvent apparaître. Et ça nous a en fait amené à réfléchir de plus en plus. C'est vraiment nos travaux se portent beaucoup là-dessus aujourd'hui, sur l'effet des structures de connaissances et les conditions sur les structures de connaissances pour pouvoir opérer cette générativité. Alors ensuite, on finira, ça c'est la troisième partie de mon exposé, autour des apports, finalement, qu'est-ce que nous apportent ces avancées sur les théories de la conception, quels sont les usages, et là, si vous voulez, on a un petit peu, j'en reparlerai, deux grandes approches. On a une approche qu'on appelle, nous, le hard programme, qui est sur les formalismes du raisonnement
de conception, être formaliste du raisonnement dans l'inconnu. Comment est-ce qu'on peut raisonner dans l'inconnu? Comment est-ce qu'on peut créer des objets nouveaux? Et ça, c'est un problème de formalisation. Est-ce qu'on arrive à avoir autant de rigueur dans ces formalismes-là que ceux, par exemple, dans la décision, où on a des formalismes extrêmement rigoureux pour conduire, même dans l'incertain, des raisonnements sur la décision optimum. Et puis un deuxième programme qu'on appelle le soft programme, qui est, une fois qu'on a ces formalismes-là, eh ben on peut en faire plein de choses, et ça peut servir dans des tas de domaines et dans des tas de mondes. Donc c'est finalement, on va traiter de cette question-là à la fois sur les apports des théories de la décision, de la conception, sur les usages des théories de la conception, et puis, si vous le souhaitez, un petit panorama des méthodes issues des théories de la conception. Mais là, j'ai pas envie de faire un effet catalogue trop important, donc on pourra aussi discuter de celles qui vous intéressent plus particulièrement. Ça vous convient? Avant que je démarre, parce que si ça vous convient pas, on fait autre chose, mais ça va, c'est... 30 minutes pour tout ça? Ah, c'est exactement, il faut des challenges. Alors, je vais aller assez vite. Hein. Vous sentez-vous libre de m'interrompre s'il n'y a pas de précision. Alors, les travaux, en fait, simplement pour vous dire que les travaux sur la conception, c'était des travaux qui sont nés dans les années 90, à un moment où, en fait, on parlait, même dans le monde de l'ingénierie, en tout cas à l'école des mines, la conception, personne ne connaissait ce mot-là. Aujourd'hui, à l'école des mines, un bon tiers des cours ont conception dans leur titre. Ça s'est d'abord passé par un mouvement industriel. En fait, on avait une tradition ancienne au CGS, à l'école des mines, de collaboration avec le monde industriel, et on s'est rendu compte que beaucoup d'industriels avaient un problème qu'ils n'arrivaient pas vraiment à qualifier à cette époque-là, autour de la manière d'organiser leurs ingénieries. Ça s'est traduit à l'époque par des tas de choses autour de la gestion de projet, ce type d'éléments, mais nous on avait diagnostiqué avec Armand Actuel des problèmes plus profonds autour de ce que c'était que concevoir, et on a créé une option qui s'appelait ingénierie de la conception en 1994 à l'école des mines, et c'est dans ces cours-là qu'en fait les premières formulations par Armand de la théorie CK en 1996 ont été proposées. Au début c'était très modeste, ça s'est né vraiment progressivement, et puis ensuite on a commencé à travailler de manière de plus en plus importante sur cette théorie pour en découvrir les propriétés et la fécondité. Les premières présentations, c'était 98 dans un GIE sur le GIS Cognitio. Et puis un colloque à Lyon et une conférence internationale où Bernard était en 2003 à Stockholm, où ça a été vraiment la première conférence internationale sur le sujet, avec quelque chose qui a créé une petite surprise, c'est qu'on connaissait très bien les industriels de Saab Aerospace, et le vice-président de Saab Aerospace a été keynote speaker de cette conférence-là, et il devait faire un grand panorama de l'innovation chez Saab, et il a utilisé le formalisme CK pour retracer cette histoire. Personne n'avait entendu parler de CK, et à ce moment-là, évidemment, il nous a fait un buzz formidable autour de cette théorie. Bon, j'insiste pas. 20 ans après, en fait, on a maintenant une diffusion assez importante des travaux. Vous voyez, ça c'est déjà assez ancien, ça a 4 ans, c'est issu d'un travail fait par Marina Gogé et Akin Kazaki sur la diffusion et les publications autour de la théorie CK. Vous voyez en fait plusieurs choses. Alors, vous voyez la forme des courbes, vous voyez que ce qui est en gris clair, c'est ce qu'on a fait nous, ce qui est en noir, c'est ce que les autres ont fait, et si on continue à voir les courbes, on a un développement à peu près exponentiel avec de plus en plus de reprises. Donc en fait, on a beaucoup de publications, des citations, une reconnaissance académique qui commence à être assez importante. Surtout, la constitution de nouvelles communautés et a des effets dans des communautés très variées, à la fois dans le monde de l'ingénierie, mais aussi du management, mais aussi, et c'est plus original et plus intéressant, dans des mondes comme la science. On a l'occasion de travailler avec des scientifiques de domaines très variés, certains avec l'INRA. On a eu l'occasion de travailler sur le métaprogramme des antibiotiques sans résistance pour l'élevage, qui est dirigé par Ducrot. Mais on a aussi l'occasion de travailler avec des gens en génie des procédés qui ont en fait reformulé les principes de base du génie des procédés dans une perspective originale et nouvelle en utilisant la théorie CK, ou des laboratoires de physique
théorique du CEA où on travaille sur le gavage des neutrons et où pour résoudre l'équation de Schrödinger, ils ont trouvé très très intéressant, plutôt que de s'intéresser seulement aux problèmes mathématiques qui permettaient de faire des approximations, d'essayer de chercher, grâce à la théorie CK, les propriétés originales et intéressantes de ces noyaux super lourds pour essayer de trouver les voies fécondes, et ça marche relativement très bien. En fait, c'est plus du tout une aventure individuelle. Aujourd'hui, ces travaux sont menés dans le cadre d'une chaire qui est soutenue financièrement et, je dirais aussi d'un point de vue pratique, par 11 industriels qui nous financent généreusement. Merci à eux. Et ils financent une équipe de recherche où on définit nous-mêmes notre programme de recherche fondamentale, dont je vais dire 2 mots après, où il y a maintenant à peu près une quarantaine de chercheurs. Alors il y a des chercheurs qui sont pour beaucoup qui viennent de l'ingénierie, l'engineering design ou du management, mais on a aussi des logiciens, des philosophes, des psychologues de la cognition, bref, tout un ensemble de chercheurs qu'on n'aurait jamais pu avoir à l'école des mines sur un programme de ce type-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une équipe assez importante et étoffée. On a un programme de recherche qui est structuré en 5 grands axes. Donc le premier, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les fondements et les formalismes. Comment est-ce que, en fait, on est capable de construire une modélisation du raisonnement dans l'inconnu, quelles en sont ses conditions, ses propriétés. Le deuxième, c'est une fois qu'on a cette théorie-là, qu'est-ce qu'on en déduit pour la firme innovante finalement? Quels sont les outils, les méthodes, les organisations qu'on est capable de penser à partir de ça? On a un troisième axe beaucoup plus original pour nous autour des neurosciences, où en fait, neurosciences de la créativité, où en fait, grâce à la théorie CK, on arrive à construire aujourd'hui ce qu'on appelle des theory-driven experiments, c'est-à-dire des expériences sur lesquelles, de psychologie, mais sur lesquelles on a des fondements théoriques qui nous permettent en fait d'introduire par exemple des métriques sur la créativité qui sont originales et intéressantes et très reconnues maintenant dans le milieu. Le quatrième axe, c'est la conception innovante. Ça oblige en fait à utiliser on crée des objets qui sont différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Pour les créer, il faut forcément utiliser des connaissances qui ne sont pas les connaissances habituelles. Donc une conséquence immédiate pour la firme, c'est qu'on va sortir des frontières de la firme. C'est presque une condition sine qua non. À l'intérieur des frontières de la firme et des connaissances qui sont définies par la firme, eh bien, il n'y aura pas de propositions qui seront originales au sens qu'on va définir tout à l'heure. Et du coup, la question de la transformation des écosystèmes devient une question tout à fait majeure. Comment est-ce qu'on crée de nouveaux écosystèmes? Donc, comment est-ce qu'on crée en fait à la fois sur des concepts originaux les espaces de connaissances qui doivent être mobilisés? Comment est-ce qu'on travaille sur l'extension de ces espaces de connaissances et sur la construction progressive de voies et de pistes d'innovation originales. Alors, cet axe-là, en fait, c'est un axe qui, d'une certaine façon, peut nous rapprocher un peu du monde que vous connaissez, puisque le monde industriel, c'était un monde dans lequel, en fait, on avait développé des organisations très particulières et très sophistiquées pour traiter la question de la conception. C'était les bureaux d'études, c'est les labos de R&D, etc. Toutes choses qui existaient, mais sous des formes un peu différentes et pas organisées selon les mêmes principes dans le monde que vous connaissez, vous. Et du coup, la question des écosystèmes était pour vous une question qui était, écosystème de conception était une question qui était assez présente et qui se posant davantage dans le monde industriel aujourd'hui, peut-être l'occasion de rapprochements féconds. Et puis il y a un cinquième axe, le dernier né, c'est autour de ce qu'on appelle les objets étranges. Quand vous concevez, quand vous faites de la conception innovante, le résultat c'est un objet qui ressemble à rien de ce que vous connaissiez jusqu'à présent. Et du coup, la réception de cet objet est un problème. Vous avez cette expérience-là immédiatement, vous rentrez dans n'importe quel musée d'art contemporain et vous regardez quelque chose qui n'est plus accroché au mur, puisque bien sûr ce n'est plus un tableau, et qu'est-ce que vous faites? Vous avez un sérieux problème. Est-ce qu'on se fout de moi? Est-ce que c'est sérieux? Comment dois-je l'interpréter? Vous voyez bien qu'il y a cette espèce de... Quel est l'intérêt que vous devez construire par rapport à cette chose qui vous est proposée? Donc la réception, le récepteur devient, comme dirait Duchamp, devient un concepteur. Il faut cet objet étrange, pour lui, c'est comme une conception
c'est un indécidable, donc c'est vraiment, il est dans une situation de conception innovante, et cet indécidable, il faut qu'il produise lui-même un raisonnement de conception pour être capable de l'accueillir. Donc en fait, ça attire l'attention sur une chose qui est totalement critique et qu'on a découvert progressivement. La conception innovante ne s'arrête pas au moment de la production d'un objet nouveau. La manière dont cet objet nouveau va rétroagir sur l'ensemble des connaissances qui existaient auparavant est une opération extrêmement importante. On appelle ça knowledge carry ordering. Les modélisations mathématiques du forcing le montrent très bien. Ça vous oblige en fait à prendre l'objet nouveau et le monde ancien et à rendre les deux compatibles. Sinon vous avez un monstre et le monstre sera rejeté. Donc cette opération qui consiste en fait à prendre le nouveau et surtout à prendre tout l'ancien pour le rendre compatible avec ce nouveau-là est une opération totalement fondamentale. Ça c'est effectivement extrêmement important, on le voit dans le monde, ça existe face à la conception innovante dès qu'elle atteint une certaine intensité. On a évidemment sur chacun de ces axes, il y a tout un ensemble de publications, de bouquins qui existent, j'insiste pas. On a eu l'occasion, et là aussi Bernard a été un des acteurs de ça, de mettre en place un des effets, ça a été de contribuer à la structuration d'une communauté internationale autour des théories de la conception. Il y avait d'autres travaux sur la théorie de la conception, mais qui ont démarré à peu près dans le début des années 80, disons. Mais il y a eu, grâce à un mouvement de l'ensemble de la communauté, un petit noyau. Au début, en 2008, il y avait une quinzaine de personnes. Hein, Bernard, les premiers épisodes, tu faisais partie de cela. Et cet événement s'est reproduit d'année en année. Aujourd'hui, on a fait le 10e SIG, Special Interest Group of Design Theory, et on a maintenant il y avait plus de 130 participants, plus de 35 institutions représentées, et au total ça fait une communauté d'à peu près 300 chercheurs qui viennent assez régulièrement discuter de ça. Ça a aussi donné lieu en fait à une plenary dans la Design Society, qui est la société savante en ingénierie en engineering design, qui maintenant fait une place tout à fait respectable à ces approches sur les théories de la conception. Des bouquins, le premier qui va sortir la semaine prochaine est la traduction anglaise de Théorie, méthode et organisation de la conception. Et puis tout un ensemble de prix, mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc en fait on a quelque chose que nous on considère un peu comme une percée scientifique, si vous voulez, percée scientifique à cause de son écho, à cause de sa fécondité, et j'essaierai de vous en montrer des éléments, c'est-à-dire qu'en fait on est nous-mêmes surpris en permanence par, il suffit de suivre le fil et on a des questions toujours nouvelles et toujours plus intéressantes et toujours avec des enseignements toujours plus riches, et féconde aussi par le fait qu'elle va aller discuter et susciter un intérêt dans des mondes et dans des disciplines qui a priori n'ont rien à voir avec la conception. Alors, c'est quoi l'énigme scientifique de départ? Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une tâche de conception? C'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est résoudre un problème? Est-ce que c'est avoir une idée? Est-ce que c'est avoir une vision? C'est pas tout à fait simple de définir quelle est l'identité scientifique de la conception. Qu'est-ce que c'est du point de vue scientifique que cet objet? Et on peut illustrer ça sur un tout petit exemple extrêmement simple. Si vous voulez réduire les coûts de 20% sur un réfrigérateur, vous avez une première méthode qui consiste en fait à le faire par optimisation de la conception réglée, et puis cette conception réglée, vous allez progressivement réussir à faire un réfrigérateur un petit peu mieux, et éventuellement en cours de route vous allez tout d'un coup buter sur des difficultés ou susciter des surprises, donc il y aura de l'inconnu qui va émerger et vous allez le traiter par des plannings adaptatifs
qui vont permettre de réduire progressivement l'incertitude jusqu'à obtenir votre cible. Mais vous avez aussi une autre manière de considérer cet objectif de conception de réduire les coûts de 20% sur le réfrigérateur, qui est de se dire finalement je ne vais pas traiter le réfrigérateur comme quelque chose de connu que je vais chercher à optimiser, mais je vais le prendre plutôt comme un indécidable, et sur cet indécidable, essayer d'explorer l'inconnu sur des paramètres, des composants, des sciences nouvelles. Donc ça serait d'explorer les voies de réfrigérateurs qui n'existent pas encore, assis sur des principes qu'ils seraient différents, donc en fait un effort pour stimuler des choses émergentes, donc une manière de le prendre comme génératif. Donc c'est la générativité qui devient le point central. Alors évidemment, est-ce qu'il faut opposer ces deux aspects, la décision et l'optimisation d'un côté et l'exploration de l'inconnu de l'autre? Évidemment non. En fait, on va voir que les sciences de la conception doivent couvrir l'ensemble de ce champ, à la fois la partie qui peut décrire plutôt comme une optimisation et la partie qui se décrit comme une exploration de l'inconnu. Et on va voir qu'en fait une théorie de la générativité permet de traiter les deux aspects. En fait, c'est une extension des théories de la décision qui permet à la fois de rendre compte de ce qui se passe dans le monde de la décision et de cette partie concernant l'exploration de l'inconnu. Alors on va essayer de passer de la décision à la conception. Alors la décision d'un point de vue formel, de quoi c'est composé? Ça repose en fait sur des modèles concernant la décision, c'est la théorie de la décision dans l'incertain, Savage, Walras-Haifa, donc vous connaissez bien, là vous avez un petit exemple emblématique qui est celui que Savage décrit, qui est je veux faire une promenade, je ne sais pas s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir, est-ce que si j'ai deux décisions, prendre un chapeau ou prendre un chapeau de soleil ou un imperméable, et puis je prends cette décision-là, il pleut pas, et je vais avoir en fait une espérance d'utilité que je peux calculer selon qu'il pleut ou qu'il pleut pas, et que j'ai pris le chapeau, la casquette ou le parapluie. Pardon, excusez-moi. Sur le problem solving, là c'est pareil, des modèles extrêmement puissants. Vous vous rappelez l'effet de Deep Blue d'IBM quand la machine est devenue plus performante que l'homme quand elle a battu Kasparov. Ça a quand même été un grand moment. On voit que les modèles dans cet univers-là sont quand même des modèles hyper puissants, et les modèles de combinatoire sont aussi extrêmement sophistiqués. Donc dans le monde de la décision, on avait quand même un outillage extrêmement puissant qui permettait de résoudre beaucoup de problèmes de décision. Mais en même temps, on avait aussi des anomalies. Alors par exemple, dans le monde de la décision, peut-être qu'on peut se dire, j'ai pas envie d'avoir à choisir entre ce choix, je me sens à l'étroit entre un chapeau de soleil et un imperméable, et j'aimerais bien avoir le choix de quelque chose d'autre, une autre alternative, une autre décision possible. Par exemple, le parapluie casquette, que vous voyez représenté ici, me permettrait en fait d'être toujours content qu'il pleuve ou de devenir indifférent au fait qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Donc vous voyez que là, on a quelque chose qui, du point de vue de la théorie de la décision, la création d'une nouvelle décision, ça ne fait pas du tout partie du formalisme de la décision. On est complètement sorti. On avait dans le formalisme de la décision simplement la possibilité de choisir au mieux, en fonction des informations dont on disposait, des valeurs ou des utilités qu'on pouvait se donner, etc. Sur le problem solving, vous connaissez certainement cette histoire très plaisante qu'on raconte sur bord. On lui avait posé un jour un problème qui était de mesurer la pression, la hauteur d'un bâtiment avec un baromètre. Donc il était en haut, donc on voit, on est dans problem solving, ça vous pose aucun problème, un baromètre ça mesure la pression, vous savez que la pression ça dépend de l'altitude, ça y est vous avez trouvé, il suffit de mesurer précisément la pression au sol et la pression en haut, avec assez de précision pour être capable de voir une différence et d'en mesurer la hauteur. Et Bohr a dit non, pas du tout. On peut prendre ça, alors je vais le dire dans mes termes à moi, au lieu de considérer ça comme un problème, on peut considérer ça comme un indécidable. Et il donne toute une série dans cette histoire de solutions possibles
Une qui est de suspendre le baromètre à une ficelle, de laisser descendre le baromètre au bout de sa ficelle jusqu'à ce qu'il atteigne le sol, de remonter l'ensemble et de mesurer la longueur de la ficelle. Vous avez la hauteur de l'immeuble. Mais mieux, il propose de descendre l'escalier, de toquer à la loge du gardien et de lui dire j'ai un splendide baromètre, je vous le donne si vous me dites la hauteur de l'immeuble. Ça marche aussi. Et puis troisième sur la combinaison, là vous voyez bien le cher Lego est un exemple de ce qu'on peut faire au-delà de la combinaison. Comment vous pouvez concevoir cette figure en Lego qui évidemment, on peut la penser, on a du mal à la construire avec des Lego tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc c'est ça les anomalies qui vont finalement être l'enjeu des théories de la générativité, et donc des théories de la conception, c'est de construire un cadre qui intègre tous les éléments de la décision tels qu'on les a vus auparavant. Ils restent toujours vrais dans leur domaine de validité, mais on veut aller plus loin et rendre compte de ces différentes anomalies. Alors ça, c'est les enjeux scientifiques. Il y avait à côté de ça des enjeux industriels. Alors je vais très vite. Le fameux paradoxe de la R&D, aucun rapport entre la quantité d'investissement que vous faites en R&D et l'effet sur le chiffre d'affaires. Donc vous pouvez investir beaucoup et ne pas... Ça c'est très embêtant parce que, enfin, ou c'est très bien pour la gestion, puisqu'en fait ça veut dire qu'il faut gérer la conception. Il n'y a aucune relation déterministe entre les deux. Les courbes que vous voyez là, le nuage de points, on peut toujours faire passer une droite, mais sa signification est quand même très très problématique. Concevoir l'identité des objets, en fait, du point de vue industriel, depuis en gros 1995, c'est-à-dire en gros le début aussi, ça coïncide, c'est un peu une des raisons aussi pour lesquelles notre programme de recherche a démarré. Ce qu'on conçoit, l'identité de ce qu'on conçoit n'est plus donnée au départ, et ça devient un des enjeux de conception de dire qu'est-ce que c'est qu'une voiture verte, qu'est-ce que c'est qu'une voiture autonome. Je ne suis pas sûr que ça correspondra exactement à ce que Google a l'intention de nous indiquer. En tout cas, aujourd'hui, ils commencent à rencontrer un certain nombre de difficultés qui font penser qu'ils ont certainement quelques efforts d'expansion supplémentaires à faire. On a quelques idées qu'on pourrait leur discuter avec eux, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui vous intéresse. Donc en fait, on a des champs d'innovation, et sur ces champs d'innovation, les industriels ou les scientifiques d'ailleurs ne savent pas forcément très bien par où aller. Il y a plein de voies possibles, lesquelles sont intéressantes. Est-ce qu'on est capable de générer des pistes originales? Est-ce qu'on est capable d'avoir des choses qui vont un peu renouveler les choses? Donc ça c'est un deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est quand on a des équipes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du brainstorming, quoi. Et le brainstorming, les psychologues, depuis longtemps, en ont démontré les limites. Les limites, c'est essentiellement ce qu'ils ont appelé les effets de fixation. Effet de fixation, c'est très simple. Ce petit exemple inusable, vous avez 4 allumettes sur une table, on vous demande de faire un carré en bougeant une seule allumette, et évidemment, vous avez un peu de mal à penser que le carré n'est pas seulement géométrique, mais qu'il peut être algébrique, et que donc ça peut être 2 fois 2, 4, et 4, vous n'avez aucun problème d'obtenir cette figure-là en bougeant une allumette. Mais ce n'est pas un carré géométrique. Du coup, ces effets de fixation, ils ont une conséquence très importante. Si vous faites générer en brainstorming toute une série d'idées, la personne qui dirige cette équipe-là a un énorme problème. Comment est-ce qu'elle va évaluer la distribution des idées qui lui sont données? Est-ce qu'on lui a donné peut-être plein d'idées, mais est-ce que ces idées couvrent l'ensemble des espaces, de l'espace des idées qu'il était possible de générer? Donc est-ce qu'il n'y a pas un biais? Est-ce que il y a un biais, et donc on a finalement exploré qu'une toute petite partie, comment est-ce qu'on est capable de contrer ce biais? D'abord de l'identifier et ensuite de le contrer. Donc ça, c'était les raisons un petit peu industrielles, si vous voulez, de ce problème. Alors, pour les théories de la conception et de la générativité, on avait finalement d'un côté ce que j'ai indiqué ici autour des théories de la décision dont j'ai largement parlé. D'un autre côté, on avait des théories de la créativité qui, elles, en fait, s'intéressent plutôt à la question de l'idéation, comment on peut générer des idées originales, avec le problème de la fixation que je viens d'évoquer. Et puis, on a en fait, et on voit bien que dans l'idéation, si vous voulez, dans la créativité, on cherche à avoir des idées intéressantes, originales, folles, mais on ne se pose pas la question de savoir si ces idées-là peuvent être ensuite traduites dans quelque chose qui est dans des entités qui ont une existence possible. Quand Manzoni, qui est le designer de Ferrari, nous expliquait qu'il rêvait lui à une Ferrari comme
comme un ovni. C'est un très joli rêve, c'est une très jolie idée. Passer la Ferrari comme un ovni, de la Ferrari ovni à une Ferrari vraiment ovni, c'est un problème qui suppose une production de connaissances assez intéressante ou importante sur ce que c'est qu'un ovni, par exemple. Donc en fait, la créativité, elle est dans un monde dans lequel on a des connaissances closes. Elle ne s'intéresse pas à l'extension de l'espace des connaissances. Donc quand on a en fait la théorie de la générativité, vous voyez, c'est une extension à la fois de la théorie de la décision et de la théorie de la créativité, où on cherchera en fait à générer des nouvelles entités qui vont avoir des effets sur les autres, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le cas de Rie, mais qui vont aussi supposer, nécessiter et entraîner une production très importante de connaissances. Donc les théories de la conception, maintenant on a essayé on les a caractérisées un tout petit peu plus précisément. C'est finalement les théories qui vont étudier les variétés des formes de la générativité. Et ça peut s'exprimer assez facilement dans un formalisme CK. Alors je vais quand même faire un tout petit peu de CK, là c'est les deux seuls slides où il y a du CK. Et là, paradoxe, vous avez en CK les théories de la décision en fait. Donc les théories de la décision c'est quoi ? Vous avez en fait dans l'espace C ici, qui est un espace de décision ici, vous avez l'ensemble des solutions admissibles à votre problème. Vous avez, en fait, votre problème va être, j'ai pas de fonction de choix qui va me permettre de trouver la solution qui correspond à ce que je cherche ici. Donc je vais progressivement construire une fonction de choix à partir de connaissances dont je dispose, soit si c'est de la séparation et évaluation progressive, pour ceux qui ont fait un petit peu de RO, il me faut des critères d'évaluation et des critères de séparation. Si j'ai fait de la théorie de la décision, il me faut les états de la nature, les probabilités subjectives et les capacités de faire de l'échantillonnage. Et bref, progressivement, je vais en fait pouvoir produire une fonction de choix qui va m'amener vers une décision au moins satisfaisante ou optimum dans l'espace des décisions. Et vous voyez que de manière intéressante, j'ai rien fait. Il n'y a pas de changement dans l'espace des connaissances. Donc je raisonne en fait dans un univers clos, dans un univers dans lequel les connaissances n'ont pas bougé. Et la théorie CK, la théorie CK, par différence par rapport à ça, elle va en fait, et c'est en ça qu'elle procède d'une théorie de la générativité, elle va partir d'un ensemble de connaissances que je connais, qui vont me permettre de formuler un indécidable, me débarrasser du packaging, concevoir une chaise postmoderne, un hypersonique vert. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une initiative qui vient d'être annoncée d'un hypersonique d'une start-up américaine qui veut lancer et commercialiser des hypersoniques assez vite, avec simplement comme objectif de rafler la classe affaires de toutes les compagnies pour assurer leur non-rentabilité de manière certaine, puisqu'en fait c'est sur ça qu'elles font leur marge. Ils ont juste dimensionné l'hypersonique sur la taille des classes affaires des autres compagnies, et puis comme les billets, comme ça ira 2 fois plus vite, et ils pourront même se payer le luxe de le faire payer un petit peu plus cher. Donc Green Hypersonic Aircraft, c'est bien un concept, mais il y a des gens qui s'efforcent d'aller vers ce concept-là. Et puis vous allez commencer à explorer votre concept. Cette exploration vous produit des nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances ici, ces nouvelles connaissances vont en fait être la manière de continuer votre exploration dans l'inconnu. Cette exploration dans l'inconnu continue à vous produire d'autres connaissances. Donc on a en fait un mouvement de double expansion qui est tout à fait caractéristique de ce phénomène. Il n'y a pas de générativité s'il n'y a pas simultanément une expansion des connaissances. Et les deux mouvements vont se contrôler l'un l'autre. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme idée originale par rapport à ce qu'on avait vu sur les théories de la décision ? On a cette notion de concept, la notion d'indécidable. Donc ça c'est, alors que jusqu'à présent en fait les connaissances elles étaient simplement vraies ou fausses. Avec la théorie CK, on introduit un autre espace, c'est l'espace des concepts, c'est l'espace des chimères, c'est l'espace de l'imaginaire, c'est l'espace où on accepte que les objets dans cet espace-là, les concepts, ne sont ni vrais ni faux. Ils sont indécidables logiquement. Je ne peux pas prouver que la proposition est fausse.
mais je ne sais pas si elle est vraie. Donc en fait, c'est un espace instable, c'est un espace dans lequel on va progressivement construire la définition des objets. Le rapport à la connaissance, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire on utilise la connaissance, mais en même temps l'objectif c'est de produire des connaissances nouvelles, et vous voyez bien que l'enjeu ça va être d'aller chercher des connaissances qui sont en dehors de l'espace des connaissances relatifs ou considérés comme ayant un lien avec le problème initial. Les opérateurs, il faut 4 opérateurs pour un raisonnement de conception innovante dans la théorie K, alors que d'habitude, on n'en avait qu'un. Connaissance dans la connaissance, ça suffisait, on n'avait besoin que de ça. 4 opérateurs, c'est un peu compliqué. On a des opérateurs qui sont bien sûr de K dans K, on a des opérateurs de C dans C qui vont permettre de construire progressivement le concept, et puis on a des opérateurs qui permettent de passer de l'espace des connaissances du connu vers l'inconnu, et puis des opérateurs qui passent de l'inconnu vers le connu. De l'inconnu vers le connu, vous faites un prototype de votre conception en cours d'élaboration. Ce prototype va vous permettre d'apprendre plein de choses et donc de produire des connaissances nouvelles. Et vous construisez progressivement, par adjonction successive d'attributs, votre concept, donc indécidable, jusqu'à le rendre décidable, qu'il soit vrai, qu'il soit faux. Donc ça c'est très important, c'est la logique de double expansion en fait entre ces deux espaces de concept et de connaissance. Et puis la structure de l'espace C, surprise extraordinaire, on pensait que l'espace des connaissances était un espace bien ordonné, les encyclopédies, la connaissance ça se range assez facilement, s'en pensait-on, et par contre l'inconnu, pas de structure, l'inconnu, proceeding in the dark, comme dirait Sylvain Lanfle, citant le responsable de projet de Manhattan, on est dans le noir, quoi. On ne sait pas où elle est, donc qu'on puisse se débrouiller dans l'inconnu, c'est en soi déjà un mystère. Si on dit l'inconnu est structuré, alors là, c'est encore plus incroyable. Et si on dit sa structure, c'est forcément une structure à arborescence, là, c'est quelque chose qui est vraiment totalement surprenant. Or, d'un point de vue mathématique, on peut prouver que ça ne peut être qu'une structure à arborescence de ce. Alors ça tient, c'est pas tout inconnu. L'inconnu dont on peut parler, et sur lequel on peut travailler, il a forcément, pour pouvoir exister, une structure de préordre. S'il a une structure de préordre, c'est un arbre. Et puis ça nous amène aussi des espaces nouveaux, cette notion de générativité, donc cette capacité précisément à produire des objets nouveaux qui ne sont pas, c'est comme quand vous avez une algèbre, avec l'algèbre vous êtes capable de fournir plein de combinaisons originales, plein de combinaisons nouvelles, mais elles se décrivent toutes dans le terme de l'algèbre. Vous êtes toujours à l'intérieur de votre algèbre. Le problème qu'on essaye de trouver, c'est exactement comme pour les chairs Lego. Comment, à partir d'une algèbre, je suis capable de construire quelque chose en dehors de l'algèbre, un élément nouveau, à partir du connu, et ensuite de rendre ce nouveau et cette algèbre ancienne dans quelque chose qui ressemblerait à une nouvelle algèbre. Donc ça, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de maths chez vous, c'est une opération qui est assez connue. Ça s'appelle les extensions de corps. Vous savez que par exemple, racine de 2 dans le corps des rationnels, x2 moins 1 égale 0 n'a pas de solution, mais par contre, vous pouvez construire en l'encadrant par des rationnels, quelque chose que vous allez appeler racine de 2 qui sera la solution de cette équation. Là, vous avez fabriqué un nombre nouveau. Donc vous voyez, c'est déjà extraordinaire. Les maths, c'est pas de la déduction seulement, c'est de la création, c'est de la conception. Donc vous avez construit cet objet nouveau, et puis vous avez le corps des rationnels. Mais vous êtes bien embêté parce qu'en fait, vous savez pas quoi faire de cet objet nouveau. Vous savez ni l'additionner avec les autres, ni le multiplier. Donc en fait, il faut aller un peu plus loin. Il faut fabriquer en fait des nombres à partir de racines de 2 et des rationnels qui rendent les deux compatibles et qui vous permettent d'avoir un monde étendu dans lequel vous aurez aussi rationnel plus un nombre de fois ce racine de 2. Le nombre de fois étant lui-même un rationnel. Donc notion de générativité, ontologie de la conception, donc là je vais aller très vite, mais on a pu établir des rapports, je vous renvoie au papier sur précisément cette opération que je viens de décrire d'extension de corps. En fait elle a été généralisée d'une manière extraordinaire et extraordinairement puissante dans les mathématiques par Paul Cohen, et c'est la notion de forcing qui lui a permis de démontrer l'indépendance des axiomes du choix et du continu dans l'axiomatique de la théorie des ensembles. Et en analysant la manière dont il procède, c'est exactement
exactement la même chose dans un espace de la théorie des ensembles, où la connaissance serait de la théorie des ensembles, que le raisonnement produit en théorie CK. Et puis la notion de processus génératif, c'est comment est-ce qu'on est capable de construire le cheminement qui va permettre de produire ce résultat de la générativité. Alors ça a donné lieu en fait dans le monde de l'engineering design à toute une floraison de théories de la conception depuis le début des années 80. Il y en a des, j'ai pas le temps d'aller de développer, mais il y a des propositions japonaises, américaines, israéliennes, il y a une proposition française, il y a de nouvelles propositions qui peuvent apparaître, et elles sont en fait ici rangées par générativité croissante. En fait, c'est comme des poupées russes emboîtées, elles vont permettre une générativité de plus en plus puissante, et évidemment la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que ça va s'arrêter, jusqu'à où ça va aller, comment est-ce qu'on est capable d'augmenter la générativité. Il faut savoir que par exemple dans le monde des mathématiques, c'est un de leurs gros problèmes. À partir de Paul Cohen, on a été capable de concevoir des infinis de plus en plus grands, aussi grands que vous voulez. Et du coup, un des gros problèmes mathématiques actuels, c'est d'essayer d'arrêter la possibilité de forcer, et c'est le programme de Wheeling pour essayer de retrouver un axiome supplémentaire qui permettrait de limiter la générativité qu'on est capable de proposer. Ce qui est aussi intéressant, c'est donc on a une générativité croissante, on a aussi des théories qui deviennent de plus en plus indépendantes des objets qu'ils manipulent. Alors c'est à la fois un énorme avantage puisqu'on est de plus en plus général. Toutes les théories, ce qui est assez intéressant, c'est que avec la théorie CK, vous pouvez interpréter toutes les théories précédentes. Avec Infuse Design, vous êtes capable de réinterpréter les théories d'avant. Donc elles sont vraiment emboîtées. C'est-à-dire que et du coup, la question quand même qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Alors, et ça c'est une des questions. La deuxième question, c'est quelles sont les conditions formelles de la générativité? Et là, grâce aux mathématiques et grâce au forcing de Paul Cohen, le forcing de Paul Cohen, il repose sur une condition. Alors je ne vais pas rentrer dans le forcing parce que là je vais vraiment exploser le temps, mais en gros, c'est à peu près la même chose que la diagonale de Cantor, pour créer un nombre nouveau. Vous vous rappelez la diagonale de Cantor? J'écris un nombre et puis je change un digite. Et le digite que je le change sur la diagonale. Donc j'aurai une différence à chaque. J'écris ma série de nombres. Que pour le premier, je change le premier digite. Pour le deuxième, je change le deuxième digite. Et donc j'écris donc un nouveau nombre. Et progressivement, il aura forcément quelque chose de différent de tous les nombres que j'ai écrits jusqu'à présent. Donc là, vous avez forcément créé un nombre autre que ceux que vous avez jusqu'à présent. Alors Cohen, il fait la même chose, mais à la puissance, c'est le même principe. Et il montre que pour pouvoir faire ça, il construit ce qu'on appelle un filtre générique. Et la condition pour produire un objet nouveau, c'est que le filtre générique intercepte toutes les parties denses. Et la condition pour ça, s'appelle la splitting condition. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais un peu technique quand même, qu'on peut ceci dit expliquer de manière très facile. Si votre connaissance s'exprime seulement de façon déterministe et modulaire, à ce moment-là, vous êtes non-splitting. Mais vous voyez bien que si elle est modulaire et déterministe, vous avez quelque chose qui s'apparente à une algèbre. Vous allez combiner ces éléments de connaissance et vous allez retrouver des choses qui sont définies dans le cadre de votre déterminisme et de la modularité que vous avez proposée. Donc vous n'allez pas sortir. Et la splitting condition, elle dit si vous voulez sortir de l'espace dans lequel vous étiez, il faut que la connaissance ne soit ni déterministe ni modulaire. Alors, si vous prenez, et du coup, le petit icône là est une manière de se rappeler ça, c'est si vous voulez concevoir, au sens de sortir de la boîte de départ, il vous faut des connaissances qui ne sont ni déterministes, ni de type Lego. Donc c'est une condition, ça vous donne un résultat négatif. Si vous avez de la connaissance modulaire et déterministe, vous ne serez pas génératif. Il n'y a aucun moyen de sortir de la boîte. Et l'autre conséquence positive, celle-là, c'est si vous voulez sortir, alors il vous faut une structure de connaissance qui soit ni déterministe ni modulaire. Exemple extrêmement simple, vous prenez la loi d'Ohm, U égale RI. A priori, vous avez l'impression que c'est complètement déterministe,
puisque vous donnez une intensité, vous avez une tension, sachant la résistance. D'accord? Très simple. Comment vous pouvez rendre donc cette équation dans toutes les lois scientifiques, elles ont l'air d'être plutôt non-splitting, puisqu'elles vous fabriquent des relations déterministes entre les éléments, elles vous définissent les éléments que vous pouvez mobiliser, et du coup, la question devient comment est-ce que je peux la rendre splitting? Eh ben, c'est extrêmement simple, sur U égale RI. Vous baissez la température, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous la baissez suffisamment, vous avez un supraconducteur, donc vous n'avez plus de résistance. Donc R, le fameux R de la résistance, derrière le R, pour que vous ayez une relation linéaire entre la tension et l'intensité, il y a en fait énormément de conditions. Donc si vous retravaillez sur ce que c'est que la résistance, en vous rendant compte par exemple que la résistance dépend de la température, eh ben vous allez pouvoir jouer sur la température pour fabriquer à partir d'un certain niveau d'abaissement de la température un comportement qui n'est plus régi par la linéarité qui peut exister entre tension et intensité. Vous avez fait disparaître la résistance. Donc là, vous avez typiquement un raisonnement non-splitting qui vous permet de comprendre comment vous êtes capable de concevoir un phénomène nouveau et des propositions tout à fait originales. Donc là, ça nous a amené à générativité. Attention, ça dépend de cette splitting condition, donc ça dépend en fait des structures de connaissances. Donc on va maintenant essayer de s'intéresser un tout petit peu aux structures de connaissances. Et dans les structures de connaissances, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est une notion qui est une notion d'indépendance. Alors attention, en théorie de l'information, quand vous dites que deux informations sont indépendantes, ça veut dire que l'une n'apporte pas d'information sur l'autre. En conception, c'est le contraire. Deux X et Y sont indépendants si l'une apporte énormément d'informations nouvelles pour pouvoir faire une conception nouvelle sur l'autre objet. Donc en fait, vous allez ramener une information qui était complètement étrangère au monde du premier objet. Précisément, l'absence de relation vous permet d'envisager de construire des propriétés et des relations nouvelles avec cet objet-là qui, elles, vont vous permettre de sortir de l'espace qui était l'espace dans lequel l'objet initial pouvait vivre tranquillement avec des connaissances qui étaient déterministes et modulaires. Un exemple très concret, Plumpy Nut. Nutri-7 est une société qui en fait a développé qui travaille sur la malnutrition chronique dans les pays émergents, les famines qui étaient souvent liées en fait à des épisodes de guerre et dans lesquels les enfants étaient très souvent dans des camps. Les camps, les docteurs et les infirmiers ou infirmières les quittaient la nuit. Et il y avait un drame terrible au petit matin, c'était l'hécatombe des enfants qui n'avaient pas pu être nourris dans ce temps-là. Donc Nutri-7 a développé un produit qui est devenu une icône de toutes les ONG, qui s'appelle Plumpy Nut, et qui permet en fait aux enfants de se nourrir seuls. Les ONG distribuent ces doses de Plumpy Nut. Et les enfants peuvent se nourrir. Mais pour pouvoir penser Plumpy Nut, en fait, il a fallu mettre ensemble des connaissances qui n'avaient jusque-là aucun rapport, qui étaient autour de, bien sûr, le problème de la malnutrition, mais aussi autour de l'usage. Il fallait découvrir en fait que le problème provenait du fait que les enfants étaient, ou que les mères étaient seules et qu'il n'y avait plus personnel soignant à disposition pendant la nuit, et des connaissances sur la manière dont on pouvait construire ces nouveaux aliments tout à fait originaux. Et donc là, vous voyez comment en fait on a pu construire à partir des indépendances sur des connaissances, au contraire, un produit qui va tirer parti des relations nouvelles qu'on peut établir entre ces connaissances-là pour faire une proposition tout à fait originale. Aujourd'hui, c'est tellement, c'est devenu, tous les ONG l'utilisent. Il y a même des gros débats pour savoir si c'est devenu dans quelle mesure il faut encore que ce soit les sociétés qui le produisent ou que ça puisse être développé librement. Autre exemple, cette fois sur les techniques, techniques génériques, donc là c'est un autre élément sur la structure des connaissances. La machine à vapeur, c'est l'exemple type
de la technologie générique. Mais qu'est-ce qui est générique? Qu'est-ce qui fait la généricité de cette technologie? La généricité, elle ne provient ni de la vapeur, il y avait déjà Newcomen ou Savory avait déjà fait les machines à vapeur, ni même du condenseur séparé de Watt de 1763, mais ça provient du fait que, et c'est Boulton l'ami l'ami et collègue de Watt, enfin l'associé de Watt qui a fait cette constatation-là, l'ensemble des machines ont des axes horizontaux. Les machines, elles n'ont rien à voir entre elles. C'est dans des mondes industriels qui sont totalement différents. Par contre, elles ont un point commun, c'est la source d'énergie. Et du coup, le fait d'être capable de transformer ce mouvement alternatif ici du piston en un mouvement rotatif ici, c'est cette petite chose minuscule, ça semble minuscule par la machine à vapeur. J'ai l'impression que c'est une technologie pour l'époque extraordinaire. Transformer un mouvement de translation d'un mouvement de rotation, ça semble peu de choses. Et en fait, c'est ça l'élément qui contrôle la généricité de cette technique. Et du coup, toutes ces situations qui n'avaient aucun rapport entre elles, en fait, elles en avaient une. On a un arbre horizontal sur lequel l'énergie doit être apportée par rotation. Et c'est cet élément-là, une fois qu'on a vu ça, on a pu rendre, et je me dépêche, la technologie générique. Alors les apports des théories de la conception, la première chose, c'est en fait cette énigme sur laquelle j'ai insisté au départ, cette conception qui semblait une activité un peu nouvelle, originale, difficile à décrire, difficile à attraper. On a maintenant un langage qui permet en fait de rendre compte de cette exploration de l'inconnu et d'être capable de comprendre ce qui s'y passe. Et évidemment, c'est un monde dans lequel il y a aussi plein de crises, il y a plein de choses, c'est un monde très compliqué. L'innovation, la première constatation qu'on a aujourd'hui sur l'innovation, c'est que c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour avoir des innovations. Les crises associées à l'innovation sont innombrables. Vous avez des effets d'hypersensibilité, de hype, vous avez des engouements qui se dégonflent, vous avez des incapacités, des innovations orphelines. Tout le monde souhaiterait une innovation sur un sujet, personne n'est capable de la proposer. Vous avez des sommes colossales qui sont dilapidées, vous avez des startups qui disparaissent à l'appel, vous avez des problèmes qui restent insolubles, vous avez des qui ne lancent pas, il y a plein de... Mais là, pour traiter ces questions-là, il faut au moins un langage qui soit suffisamment puissant pour pouvoir rendre compte et caractériser la nature des problèmes, des crises qu'on peut rencontrer. Évaluation des projets innovants, évidemment, évaluation et positionnement d'un portefeuille de projets. Donc vous vous rendez bien compte que ça devient totalement évident. Si vous visez une seule chose, une seule innovation, la théorie C4 dit vous faites. De toute façon, vous n'arriverez jamais à en avoir une, vous en aurez tout plein. Et vous aurez aussi tout plein de connaissances. Donc si vous évaluez seulement la proposition innovante, vous manquez peut-être l'extraordinaire valeur de ce que vous avez fait qui se trouve dans l'extension des connaissances que vous avez proposées. Donc on peut avoir évidemment des systèmes d'évaluation consistants et cohérents avec les caractéristiques de ces situations. On peut analyser l'inconnu dans les outils et les organisations. Donc ça offre les moyens d'avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes d'analyse de la performance. On peut inventer des nouvelles formes d'action collective. Comment pouvoir collectivement traiter ces questions d'exploration de l'inconnu, à la fois avec des méthodes et des processus de conception, KCP, CK-Invent, des nouvelles formes d'organisation. Dans le monde industriel, ça prend la forme du passage de la R&D à la R&D, mais aussi des questions sur la gouvernance des entreprises ou des écosystèmes, avec des questions sur la gouvernance de l'entreprise innovante, ou sur la transformation des écosystèmes qui pilote finalement cette transformation des écosystèmes avec des notions de collège et d'architecte de l'inconnu. Alors, les usages de la théorie de la conception, quand même un instant, en fait il y a plein de choses, c'est comme d'habitude quand on a une théorie, on peut soit continuer à vouloir développer la théorie, à essayer de trouver un meilleur formalisme, ou les conditions du formalisme, ou les théorèmes qu'on peut déduire de ce formalisme, mais on peut aussi l'utiliser comme un instrument scientifique pour analyser des situations
vous avez la possibilité de faire un référentiel C4 qui vous permet d'avoir une mesure et de voir quelles ont été les voies qui ont été explorées, celles qui auraient pu être explorées, celles qui auraient dû être explorées, ou de vous dire je suis capable à partir de ça de proposer 3 programmes de recherche supplémentaires qui sont indispensables si je veux être capable de poursuivre une des voies possibles. Un cadre d'analyse, j'en ai déjà parlé, des principes d'organisation, de méthode et de formation. La formation, c'est en fait un élément très important. On n'est pas formé du tout à penser qu'on peut raisonner logiquement dans l'inconnu. C'est pas de la créativité au sens où il suffirait d'avoir des idées. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus rigoureux et exigeant, et en même temps beaucoup plus qui permet de s'affranchir. On peut rigoureusement s'affranchir des effets de fixation que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis les méthodes, alors là, je m'arrête là. Si vous avez des questions, j'y répondrai.